Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifestyle Family Business. Je suis Audrey, maman de 4 enfants, passionnée par la magie des plantes, la santé préventive avec un focus sur l'équilibre hormonal. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. En 2022, nous sommes partis pour un long voyage en famille. Ce voyage nous a permis de réaliser qu'un autre modèle de vie était possible. Un modèle où l'on ne choisit plus entre carrière, épanouissement personnel et vie de famille. Et nous ne sommes jamais rentrés. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes, d'entrepreneurs audacieux et de familles innovantes. L'objectif, vous prouver que, oui, avoir des enfants n'est pas un frein à une carrière, mais un moteur. Oui, mener des grands projets est compatible avec une vie de famille et un système nerveux respecté. Oui, il est possible de se créer une vie plus alignée et libre. Et le plus important dans tout ça reste d'apprendre à se connaître, s'écouter, se former, pour reprendre confiance et autonomie. Mes invités ne sont pas là pour que nous nous comparions, mais pour nous insuffler l'audace de faire nos propres choix. Ce podcast pourrait être cet entourage bienveillant, celui qui nous murmure à l'oreille qu'il est temps d'oser vivre ses rêves. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hello Audrey, ravie d'être là avec toi. Bon, alors Anaïs, on se connaît depuis un petit moment. Moi, je te suis sur Insta et j'aime beaucoup ce que tu partages, notamment par rapport à l'argent. Personnellement, je pensais ne pas avoir de problème avec l'argent, que tout était fluide, mais je crois qu'on a tous des choses à guérir par rapport à ça. Enfin, voilà. Donc c'est le sujet un petit peu de cet épisode, c'est que toi, t'es coach spécialisé dans l'accompagnement autour de... Comment tu dis d'ailleurs? Vas-y, Oui, en fait, présente-toi. j'accompagne les Présente-toi. entrepreneurs, mais on travaille énormément sur tout ce qui est relation à l'argent, parce que, de mon expérience de tous les entrepreneurs que j'ai pu accompagner, c'est souvent un des gros sujets clés, notamment quand il s'agit d'avoir déjà lancé ses activités et d'aller un peu plus loin. Souvent, il y a des grosses questions, qui sont différentes en fonction des personnes, mais des gros sujets autour de l'argent. OK, voilà, donc c'est parfait. Et est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours? Yes. Donc je m'appelle Anaïs Lebreg, je suis, coach pour entrepreneurs et je suis aussi leader doTERRA comme toi. Et auparavant, moi, j'ai été avocate d'affaires en fusion-acquisition. Donc, un milieu justement où on accompagnait les entreprises à se développer et où il y avait des gros flux d'argent parfois. Et c'était un choix que j'avais fait parce que moi, je voulais pas être avocate dans tout ce qui est, enfin, des choses humaines difficiles, genre les divorces, les machins, je voulais pas entendre parler de ça. J'étais complètement OK à l'idée d'accompagner que des sujets de business. Et puis après des gros problèmes de santé, ben, j'ai décidé de me reconvertir. J'avais déjà, plusieurs années de pratique en yoga. Je me faisais déjà accompagner en thérapie et en coaching depuis plusieurs années. Donc, après 7 ans en tant qu'avocate, je suis devenue, coach d'abord pour les personnes en reconversion professionnelle, enseignante de yoga et je développais, aussi l'activité doTERRA et puis au fur et à mesure, tout ça s'est développé. Je suis devenue business coach parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient: «Ah, ton activité, elle marche super bien, comment tu as fait?» tout ça et donc j'accompagne surtout les entrepreneurs, aujourd'hui, des personnes qui ont déjà lancé leur activité et qui veulent aller plutôt vers, 10 000 € par mois, et les aider individuellement à développer ça. Top, merci. Du coup, je vais reprendre mon introduction. Pour ceux qui nous écoutent, ce podcast, il va vraiment être là pour vous amener, comme je disais, moi j'avais vraiment cette sensation parce que ouais, de pas avoir de problématique de ce côté-là. Et puis un jour, j'ai fait une retraite avec une autre personne qui travaillait dans le même milieu. Et puis j'ai eu certaines prises de conscience. Et je pense qu'on a tous en fait des besoins de prise de conscience. Et en fait, ce podcast, j'ai vraiment envie qu'il soit là au service des personnes qui nous écoutent parce que finalement, les blocages qu'on peut avoir avec l'argent sont finalement aussi des blocages qui vont empêcher notre vie d'évoluer. Et c'est tellement dommage. Et moi, j'étais trop contente d'avoir découvert ça et je me suis sentie tellement plus légère. Donc, avec cet échange, j'ai envie qu'on mette le doigt sur différentes problématiques que toi, tu accompagnes. Comme ça, les personnes qui nous écoutent pourront peut-être se dire: «Ah ben oui, en fait, moi, je me sens concernée. Ah ben oui, ça va m'aider» et puis ça peut donner des pistes, à creuser pour prendre des décisions après, pour lever des blocages et puis pouvoir prendre des décisions de partir faire un tour du monde ou de, se lancer dans l'entrepreneuriat ou peu importe. Donc voilà, voilà le sujet du podcast aujourd'hui dont on va parler avec Anaïs, qui est spécialisée sur le sujet.
Du coup, toi, comment tu as dévié de business coach à l'accompagnement autour de l'argent? Alors, c'est les retours de mes clients qui m'ont dit, Oui. en fait, pour moi, le truc le plus révolutionnaire avec toi, c'est ta relation à l'argent et donc ce que tu nous transmets en lien avec ta relation à l'argent. Et j'ai eu plein de retours comme ça, notamment l'année dernière. Et je me suis dit: «OK, bon, ben, en fait, autant se spécialiser là-dedans parce que c'est vraiment ce que j'apporte». Et Mmh. ça va dépendre des gens. Il y a des gens, c'est, en tant qu'entrepreneur, ça va être l'incapacité à poser des prix justes. Donc une tendance à poser des prix bas, à tout le temps accepter des rabais de la part de leurs clients, à tout le temps délivrer beaucoup trop, par rapport à ce qui est donné. Donc en fait, à créer un déséquilibre énergétique entre, bah, le prix qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent. Donc bah, ça peut aussi aller jusqu'à du burn-out, jusqu'à de l'épuisement et cetera parce que tu as tout le temps l'impression de devoir donner plus. Mais en réalité, j'avais une discussion avec une personne que j'accompagnais hier soir et elle c'était très intéressant. Elle me disait, que dans sa famille, récemment, on lui a reproché d'avoir de l'ambition, Mmh. parce que ça impliquait de pas avoir assez de temps pour les autres. Et pour moi, la relation à l'argent, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, pour moi, la relation à l'argent, tu peux être aligné dans tes relations que si tu es responsable financièrement, tu vois? Parce que sinon tu vas compter sur l'autre et à un moment ça va créer un déséquilibre et cetera. Donc moi, j'estime qu'à partir du moment où on est adulte, chacun doit être autonome financièrement pour, bah, ensuite qu'on puisse être autonome dans toutes les autres sphères de notre vie. Et qu'on n'est pas là pour sauver les uns les autres, tu vois? Et que être autonome financièrement, ça implique aussi, en tout cas selon moi, à une vision moyen terme et long terme, bah, de créer un héritage financier qui puisse libérer, bah, les personnes de ta famille. C'est-à-dire, bah, si tu as des enfants, pour moi, en fait, l'argent que tu crées aujourd'hui, c'est pour eux. C'est pour peut-être leur dire, bah, voilà, si tu veux faire des études, je peux te payer des études. Si tu veux, ne pas travailler pendant les 10 premières années de ta vie, il y a cet argent pour toi. Enfin, en fonction de ce qui est aligné pour toi et pour eux dans l'éducation que tu veux leur transmettre. Mais pour moi, l'argent que l'on crée aujourd'hui, il est pas, que pour nous. Il est en fait vraiment pour se dire: «Ben, moi, je veux proposer un autre modèle de vie sur terre dans les années et les décennies à venir» et donc bah, c'est forcément pour les générations. Mmh. Et je reviens un petit peu à ce que te disent, les personnes que tu accompagnes ou et te disent: «Toi, ta vision de la relation à l'argent est incroyable et c'est ça qui m'inspire chez toi et pourquoi tu t'es spécialisée là-dedans». Est-ce que tu pourrais nous résumer ta relation à l'argent? Waouh! Hem, c'est pas facile parce que du coup, tu sais, ça nécessite beaucoup de recul par rapport à comment les choses vivent leur relation à l'argent et tout ça. Récemment, j'ai accompagné une femme et à notre dernière séance, je lui ai rappelé on a beaucoup travaillé dans les chiffres avec des tableaux en avant, on avait plus travaillé dans le subconscient, sa relation à l'argent et à la fin de la séance, je lui ai dit: «Mais tu sais, tout ça, en fait, tout ce qu'on vient de faire, la présence de l'argent dans ta vie, ça t'est dû, en fait». Pour moi, la présence de l'argent dans notre vie, heu ça va avec le fait de venir sur terre un peu. Alors il y a des gens qui vont dire: «Mais en fait, on doit travailler dur, il faut faire des études, hem, l'argent, c'est forcément mérité» et cetera. Mais pour moi, en fait, notamment quand on a des activités comme toi ou comme moi, c'est-à-dire qu'en plus on a un impact, on délivre un message, on offre des espaces gratuits comme on est en train de faire aujourd'hui, ben, en fait, l'argent, il est juste là pour soutenir la personne, les activités, les messages, les projets qu'on donne pour le monde, tu vois? Je sais que toi, tu accompagnes aussi beaucoup de gens avec ton activité, donc en fait, pour moi, le je sais pas, les milliers de dernières années où, heu, c'était un peu une proposition de survie sur terre qu'on a offert aux humains, pour moi, c'est terminé et aujourd'hui, en fait, bah, on vient là et ce qui nous est dû normalement, c'est la santé et l'abondance. Alors, il y a plein de gens, pour qui, c'est pas évident et puis il y a aussi des forces extérieures qui ont peut-être pas intérêt à ce qu'on soit tous en extrême santé et riches, mais en réalité, si on se l'autorise, ça ne tient qu'à nous de le décider et donc pour moi l'argent, ben, moi je me disais hier quand cette personne me disait que l'ambition c'était mal vu, ben moi désolée mais la proposition classique qu'on fait à un Français, peut-être qui je sais pas, sort des études aujourd'hui qui est, ben, de faire, un bac+7, d'avoir un job, aux 35 heures ou plus, de devoir demander la validation de ses congés, de pas être libre de son agenda, de peut-être avoir, du harcèlement moral et sexuel dans son job, enfin
tout ça, en fait, pour moi, c'est plus possible, en fait. C'est pas du tout on a d'autres choix et on peut créer une relation à la vie, au temps, à l'argent et aussi les responsabilités qui vont avec parce que quand on est entrepreneur, par exemple, bah, c'est beaucoup de responsabilités. Mais pour moi, le chemin classique que la vie nous proposait en France, on va dire, je sais pas, depuis nos parents, tu vois? Ben, désolée, mais ça me fait pas du tout rêver, tu vois? Donc avec peut-être une possibilité de retraite, qui est souvent une retraite de misère, en fait, moi, j'ai pas envie de signer pour ça et je souhaite pas aux gens de signer pour ça si ça résonne pas pour eux. Si c'est OK pour eux et qu'eux, ils veulent beaucoup de sécurité et qu'ils sont OK avec ça, fine. Moi, personnellement, j'ai toujours, voilà, le métier d'avocat d'affaires, c'est un métier aussi très difficile parce que très demandant et cetera. Mais c'était un métier passionnant, extrêmement bien payé, extrêmement, intellectuellement nourrissant, tu vois? Même humainement extrêmement nourrissant. Et donc moi, la proposition d'être, ouais, salariée, sans grande liberté, et tout ça, ça m'a jamais fait rêver, en fait. Donc moi, j'estimais que, voilà, si j'étais là, ben, autant que j'étais là avec un minimum d'argent, pour me permettre d'être libre parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contraintes qui font que, bah, il y a des choses qu'on peut pas faire sans argent. C'est marrant parce que quand on t'écoute, on sent qu'il y a c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Je pense que tu as beaucoup lu, tu as beaucoup déconstruit. Donc tu arrives là avec ton bagage, voilà, de maintenant, d'aujourd'hui. Mais le contexte aujourd'hui, c'est on a tous été éduqués dans un modèle où assez pro-salariat, où le revenu il va être lié à un temps passé, comme tu disais, et voire au mérite qui va être au mérite perçu par un de nos supérieurs. Et, et je pense que beaucoup de personnes ont envie de ce que tu partages, et en même temps, il y a ce gros frein qui vient de notre éducation et de ce système de croyance dans lequel on a grandi. Du coup, comment tu penses qu'on peut, comment ce schéma, en fait, il peut freiner les gens et qu'est-ce que tu pourrais proposer par rapport à ça? Alors moi, je vais partager 2 choses et peut-être les gens, ça peut être des choses qu'ils font dans un ordre ou dans l'autre, ils pourraient choisir la priorité. Ce que j'ai observé aussi en parlant avec les gens, c'est que moi, dans ma famille, même si mes 2 parents sont issus de familles extrêmement, extrêmement modestes, je n'ai jamais entendu, ou en tout cas, je me souviens pas avoir entendu des critiques sur les personnes qui sont riches ou sur l'argent. Donc déjà assez jeune, c'était quand même assez neutre et par exemple, je me souviens, que, on pouvait, en tout cas à un certain âge, mes parents nous avaient proposé à moi et mon frère d'avoir un peu comme un petit carnet de paye et si on se proposait de faire des tâches à la maison, on pouvait recevoir une petite rémunération et après à nous d'en faire ce qu'on voulait. Donc il y avait une petite éducation de, bah, si tu fais une mission pour le bien commun, tu peux être rémunéré pour ça. Et ça, enfin voilà, en tout cas, il y avait pas du tout de jugement sur l'argent et il y avait une éducation à la relation à l'argent et par exemple, moi, dans ma famille, quand un enfant naît, on lui ouvre un compte en banque et on lui met de l'argent dessus. Tu vois? Aussi pour mettre l'énergie de l'argent avec la vie de cet enfant, pour le soutenir énergétiquement, en fait. Donc il y a déjà pas de prisme négatif. Je veux dire ça parce que je vois beaucoup ça quand même aussi, même chez des personnes entrepreneurs et cetera. Donc si les personnes observent qu'il y a un gros prisme négatif dans leur éducation, qu'en fait les personnes qui sont riches, c'est mal, que les personnes qui sont riches, elles ont toujours du mal avec l'argent qu'elles ont ou que ça devienne des mauvaises personnes et cetera. Ça veut dire qu'il y a déjà ça à aller travailler, tout le la charge qu'on nous a transmise sur la relation à l'argent. Et ensuite, sur le fait de s'autoriser à devenir peut-être, quelqu'un qui est créateur de richesse pour lui-même, c'est-à-dire à sortir peut-être du système du salariat, mais ça veut pas dire sortir complètement. Il y a des personnes qui sont consultants et c'est très bien pour eux, ils restent encore un peu en lien avec l'entreprise pour laquelle ils ont travaillé. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment plein, plein de solutions différentes. Ou qui ont des modèles hybrides, où tu es, Ouais, pas obligé de tout faire d'un coup, c'est ça aussi? oui, complètement. Donc pour ça, pour moi, ça a été plus, enfin, dans mon histoire personnelle, il y a 2 choses, c'est que, ben, dans mon métier d'avocat, je travaillais énormément. Il y a un moment, j'ai fait un burn-out, j'ai eu énormément de problèmes de santé et clairement, la vie m'a montré, ben, en fait, si tu continues dans cette voie, tu vas vraiment continuer à être très malade. Donc c'était aussi un choix de survie qui s'est fait à moi. Mais de par ailleurs, il y a eu l'idée de déconstruire que, ma famille attendait clairement que je continue dans ce modèle. Souvent dans les familles, quand les gens sont médecins, avocats, architectes, tout le monde a l'impression d'avoir un petit PIMS, tu vois? Donc moi, j'avais eu un travail,
de me libérer des attentes et des loyautés familiales, tu vois? Et peut-être que si dans une famille, ben, les gens sont salariés depuis tant et que parfois on a un attachement à une entreprise ou à une administration, j'en sais rien, ben, moi c'était, plutôt un travail de libération des loyautés familiales que j'ai eu à faire. Hem Et après tout le reste, ça a été assez facile pour moi dans le sens où, j'ai pris beaucoup de temps avant de lancer mes entreprises, mes activités, pour que ce soit extrêmement bien préparé. Donc je me suis formée en marketing, je me suis formée en communication, je me suis formée dans les activités que je voulais développer, donc en yoga, en coaching et cetera. Mais j'ai pris vraiment le temps d'échanger avec des gens qui faisaient déjà ça, de leur dire comment ça se passait pour eux, est-ce que c'était difficile, tu vois? De vraiment faire aussi des études de marché dans chacune des activités. Mais voilà, j'ai pas du tout en tout cas le conseil que je peux donner aux gens si, ben, en fait, une voie hybride s'ouvre pour eux ou une autre voie s'ouvre pour eux, c'est de vraiment prendre le temps de le préparer. Moi, j'ai pris à peu près 2 ans pour préparer mes transitions d'activité, tu vois? En Tu termes as de compétences, en termes de aussi, bah, d'argent que je pouvais avoir de côté si ça marchait lentement, tu vois? Enfin, vraiment, c'était très doux et lent comme transition. réfléchi. Ouais. D'après ce que je comprends. Tu as parlé de te libérer des loyautés familiales et de ce que tu ressentais de redevoir à ta famille. Comment tu as travaillé ça? J'ai travaillé ça surtout en thérapie, thérapie et coaching, de me dire que, ben, c'était important pour moi maintenant de décider de réaliser mes propres rêves et que, mon image enfin mes activités professionnelles et cetera, elles étaient plus faites pour répondre peut-être à des rêves de mes parents inconscients ou à des des choses que moi j'avais décidé qui étaient juste pour moi. Par exemple, je m'étais dit: «Bah, ce métier d'avocat, comme c'est très bien payé, normalement, ça te permet de, quand tu es une femme, pas être dépendante de ton conjoint». Et c'était quelque chose que voilà, c'était lié à un trauma que j'avais vécu moi dans ma famille. Heu, ouais, j'ai travaillé ça surtout en thérapie, en me libérant, en éloignant un peu les liens et en disant: «Je suis pas là pour, sauver un système ou soulager des rêves non accomplis de quelqu'un, mais je suis là pour, bah, réaliser ma vie à moi, en fait», tu vois? Donc c'était plutôt un mécanisme de réappropriation de son propre, chemin de vie. Et j'ai fait aussi quand même pas mal, mais je sais pas si c'était exactement sur ça, mais ça a dû avoir du retentissement. J'ai fait beaucoup aussi de psychogénéalogie et de constellation familiale, mais pas directement sur ce sujet. OK, ça peut donner des tips pour les personnes qui nous écoutent parce que je pense qu'on en a tous, des héritages comme ça. Tu t'as dit que tu as été est-ce que le métier d'avocat, tu l'as et ta reconversion, tu l'as faite d'un coup ou est-ce que tu as été, hybride, un petit peu avocat et puis, reconversion? Non, je l'ai faite, d'un coup dans le sens où en général, c'était en tout cas moi, la façon dont j'exerçais cette activité, ça appelait pas enfin j'aurais pu, tu vois? Mais ça appelait pas à vraiment la possibilité d'un cumul, même si je pense que si on est très motivé, c'est possible. On va dire que peut-être j'ai cumulé, 3 mois, tu vois? J'avais commencé à donner des cours de yoga, j'avais commencé à avoir mes premiers clients en coaching et mais j'avais déjà, en fait, déposé ma démission, tu vois? Donc en fait, dans le temps du préavis, je commençais à développer un peu les activités. Mais je l'ai pas fait cumul beaucoup. Mais par contre, pendant 2 ans, tu t'es formée en parallèle de ton Voilà. activité Par contre, pendant 2 ans, à fond, je me suis formée, dans, les compétences métiers et beaucoup les compétences business. J'ai beaucoup interviewé d'autres personnes voilà, qui développaient des activités et dont parfois j'étais les clientes, tu vois? Par exemple, mes enseignantes de yoga, les personnes qui m'ont accompagnée en coaching et tout ça. Donc ouais, par contre, j'ai passé énormément de temps à préparer. mmh. Quels sont les profils que tu rencontres le plus souvent? Les profils, les problématiques? Est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Mmh. Hem Alors, j'observe des profils, d'entrepreneurs avancés, par exemple, bon, des gens qui ont déjà lancé leur activité, mais ce que j'observe, c'est, des gens qui, vont réussir à générer beaucoup d'argent, mais qui vont pas être capables de le conserver. Donc par exemple, Beaucoup quelqu'un qui va d'argent, générer. beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux dire ce que tu peux nous spécifier ce que ça veut dire beaucoup? Parce que on n'a pas les mêmes Ouais, alors, échelles. ça va être très relatif pour chacun, mais par exemple, voilà, une personne qui va pouvoir générer elle va vendre des places pour une formation, elle va générer 10 000 € en un mois, mais 3 mois après, elle a plus rien, tu vois? Et par exemple, ça peut enfin, en l'occurrence, c'était une personne qui avait pas de loyer, de frais de vie, tu vois? Donc
ben, tu te dis normalement 10 000 € si tu as pas de loyer, de frais de vie, ça devrait aller. Mais du coup, voilà. Donc j'observe ce profil de quel que soit le montant, des personnes qui sont parfois en capacité de générer énormément d'argent, mais pour qui il y a presque un évitement, une culpabilité à le garder, une peur à le garder et qui vont tout de suite, beaucoup le dépenser. Ça peut être un premier profil. 2e profil, toutes les personnes pour qui, l'argent, en fait, c'est mal vu, consciemment ou inconsciemment. Et donc, du coup, en général, ils vont plafonner à peut-être la rémunération qu'ils avaient dans leur précédente activité, qu'elle soit salariée ou pas. Et puis après, moi, ce que j'ai observé qui est quand même très, très commun, et moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps eu, c'est tout simplement, ma propre rémunération, elle avait du mal à dépasser la rémunération que j'avais quand j'étais avocate. Et après, en faisant plus de recherches, ma propre rémunération ne dépassait pas, en fait, la rémunération la plus élevée qu'un de mes parents avait pu avoir dans sa vie professionnelle. Donc comme s'il y avait un plafond de verre inconscient, dont j'avais hérité, tu vois? Et ça, c'est des choses dont je me suis rendu compte en faisant un vrai travail sur l'argent, où il y avait un coach qui me disait: «Bah, voilà, demande à chacun de tes parents quelle a été leur plus grande rémunération dans leur vie, si c'est OK qu'ils te le partagent». Et du coup, ça m'a mis des chiffres très clairs sur ce que moi j'avais du mal à générer, alors après c'était un peu différent parce qu'eux, ils étaient salariés et puis moi c'était du brut, tu vois? Mais c'était intéressant comme constat. En tout cas, moi et pas mal de clients que j'ai accompagnés, j'observe cette, similitude. Donc ça, c'est plus quelque chose que j'observe, pas par profil, mais de façon générale. Donc je dirais, ouais, les gens qui génèrent beaucoup d'argent, mais qui savent pas garder de l'argent, les gens qui ont une mauvaise idée de l'argent et du coup, ils ont de la difficulté à en générer. Et après, il y a encore un autre profil, il y a les gens qui carrément ont, une très mauvaise image de la vente. Ils associent la vente à une forme d'arnaque, en fait. Et du coup, ça, c'est des gens qui, en général, ont des gros problèmes à générer de l'argent s'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, quand toi, tu vas à la boulangerie et que tu achètes ton pain, tu te dis pas du tout que la personne, elle va t'arnaquer. Pourtant, il y a eu un acte de vente, quoi, tu vois? Donc, au contraire, tu es trop content, en général, d'aller à la boulangerie. Tu te dis: «Ah merci, heureusement qu'il existe les boulangers». Hem Bon, sauf si on fait son pain comme toi, mais voilà, en général, donc voilà, peut-être c'est des en gradation, j'observe ça. Des gens qui ont une vraiment mauvaise image de la vente, après ceux qui ont une mauvaise image de l'argent, mais qui aiment leur activité, donc ça se compense. Et après les personnes qui arrivent à générer de l'argent, mais qui arrivent pas du tout à le conserver. Oh là là, j'ai envie de te poser plein de questions sur les causes, mais on n'aura pas le temps de le faire, donc je vais te passer. Mais ça, c'est juste passionnant parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui se reconnaîtront, je pense. Hem, à l'école, du coup, donc ça, c'était les problématiques par rapport à l'argent, donc les problématiques principales que tu rencontres. Maintenant, si on revient sur le sujet de l'entrepreneuriat, il y a un autre plan qui est un peu complexe dans la mesure où une fois qu'on a passé ses croyances, une fois qu'on voilà, c'est tout qu'on s'est fait accompagner et qu'on y va et qu'on décide d'y aller, hem, il y a un autre, schéma dans lequel on évolue, c'est-à-dire qu'on a tous grandi à l'école et à l'école, on nous impose un programme. Donc tu connais mon avis, sur tout ça, même si ça change un petit peu. On nous impose en général un programme, on subit un petit peu, alors qu'en entrepreneuriat, tout va partir de soi. On va pas nous dire quoi faire, il y a personne qui nous dit quoi faire et du coup, ça demande un mindset un petit peu différent, mais entrepreneurial. Est-ce que tu penses que c'est une compétence qui se travaille, que tout le monde peut avoir? Alors c'est très intéressant que tu me poses la question parce que, moi, je suis de nature extrêmement optimiste envers l'humain, en fait. Et donc je pense que l'humain, je me C'est souviens cool! d'un de mes premiers coachs qui m'avait dit: «Anaïs, ton cerveau, c'est, comme enfin on peut tout changer quoi, on peut tout reprogrammer, c'est comme un ordinateur, OK?» Hem, mais par contre, je pense que, ben, bien sûr, ça nécessite énormément de travail si tu veux changer toutes tes croyances et cetera. Moi, après, ce que je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Heu, je pense que c'est quelque chose qui se travaille si enfant, on t'a déjà donné cet élan-là. C'est-à-dire que moi, ben, enfant, mes parents n'ont jamais eu besoin de me rappeler que je devais faire mes devoirs. Enfin, déjà à l'école, j'étais quelqu'un d'autonome, en fait, tu vois? Enfin, dans le contexte de l'école classique, hein, donc Mmh. tranquille. Pas non C'est plus, intéressant. mais voilà, je dis pas que je fais tout toute seule et tout, hein. Il y a des trucs que j'ai aussi un peu de la procrastination comme tout le monde et tout ça. Hem
et qui a en plus ce truc d'autonomie a été en plus, poussé ensuite par le système, de quand tu travailles en cabinet d'avocat parce que tu as énormément de tâches à faire et tout ça donc vraiment c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui te rappelle, chaque tâche parce que sinon, il va rien se passer, quoi. Donc je suis déjà quelqu'un d'assez autonome, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire grandir, heu, mais que ça nécessite aussi pour si ça doit se faire de façon saine, c'est-à-dire pas sous la pression, tu vois? Par exemple, tu lances une activité entrepreneuriale, mais tu as énormément de pression financière, forcément, tu vas peut-être un peu pousser à être autonome par rapport à certaines choses. Mais en réalité, pour le faire de façon saine, je pense que tu as besoin d'avoir une vision, un pourquoi très clair de ce que tu veux, en fait, parce que c'est ça qui va t'amener à te mettre en action. Et je pense que tu as besoin aussi d'un niveau de santé, de vitalité et donc de régulation du système nerveux qui est aussi, relativement sain. C'est-à-dire, c'est sûr que si tu es épuisé, que tu sors d'un burn-out, que tu es complètement dénutri, ça va être extrêmement difficile de passer à l'action et en fait, c'est normal. Mmh. Franchement, c'est normal, c'est complètement normal. Et pareil, si tu sors d'une énorme période de stress, que ce soit personnel ou je ne sais quoi, c'est normal que ton corps, il a besoin de repos. Donc je pense que mais en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire grandir, en fait, comme, exactement comme l'entraînement au sport, tu vois? Pour moi, c'est la capacité à devenir autonome, ça se fait c'est de l'entraînement, en fait, comme le sport. Mmh. Complètement, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'au début, quand tu as été salarié, ce qui a été mon cas aussi au début, quand tu as, ça peut être très facile de te lancer avec plein de projets et cetera et puis de te dire, forcément dans l'entrepreneuriat, tu as plein de coups durs hyper durs et de te dire: «Bon, voilà, il y a un coup dur, ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, que je suis pas faite pour ça, que je suis pas à la hauteur, donc je vais tu vois? Et il faut ça demande beaucoup de capacité, donc des compétences, en fait, tout simplement de se dire: «En fait, non, mais c'est OK, c'est un passage». Ça, on nous apprend pas à l'école, tu vois, par exemple. Oui, je te remercie de partager ça, je crois que j'avais enregistré un podcast justement sur ça parce que, hem, en effet, à l'école, on nous apprend pas ça. Et moi, justement, j'avais le profil à l'école, assez bon élève, tu vois? Comme en plus je suis autonome, j'apprends facilement, tout ça. J'ai fait des longues études et du coup, dans tout ça, si tu es pas confronté à l'échec, quand dans l'entrepreneuriat, tu vas être confronté à l'échec, ça va être extrêmement violent pour ta personnalité. Et donc j'avais creusé personnellement ce sujet parce que, peut-être j'ai eu un échec ou plein de petits échecs, mais tu vois, un qui m'avait un peu marqué et ça m'avait complètement traumatisée. Ça m'avait mis dans un état de stress pas possible et cetera en me disant: «Oh, j'ai raté, mon Dieu, c'est grave, tout le monde l'a vu». J'avais beaucoup de honte. Donc j'avais travaillé avec différents coachs sur ça, et je pense qu'en effet, c'est hyper important d'avoir une relation saine à l'échec quand on est entrepreneur. Et je me souviens d'en avoir parlé à l'époque avec un de mes amis et c'était trop drôle. Il me voyait et il comprenait pas du tout ce que je ressentais parce qu'il me disait: «Mais moi, toute ma vie a été un échec. J'ai raté mes études, j'ai raté ce projet entrepreneurial, ensuite j'ai re-raté ce projet entrepreneurial, j'ai raté ce projet associatif et tout ça». Il me disait: «Mais en fait, l'échec, c'est normal, en fait, tu vois? C'est complètement normal». Et moi, j'étais là à 33 ans ou 35 ans, je me souviens plus, à être avec mon premier gros échec, tu vois? Et ça me mettait en PLS et lui, il était là: «Ben, meuf, je comprends pas où est le sujet». Mais parce qu'on m'a jamais, développé ce muscle-là non plus d'une relation saine à l'échec, tu vois? Et je pense que ça, c'est aussi très lié, à ton éducation et en effet à ce système éducatif qui est très en mode PIMS ou pas PIMS, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as des idées sur, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui voudraient travailler ça? Alors pour moi, l'axe de travail, c'est beaucoup la honte. Parce qu'en fait, derrière l'échec, on se dit: «Tout le monde a vu, comment je vais faire?» C'est soit la honte et aussi du coup comme le système, il se met en survie, en fait, parce qu'il a honte, donc il veut se cacher, il a super peur de recommencer. Tu vois? Parce qu'il est en mode: «Non, non, mais moi je veux pas du tout que ça arrive. Je veux pas du tout qu'on ait de nouveau honte». Et du coup, il veut pas recommencer, ce qui l'a amené à l'échec, tu vois? Mmh. Donc pour moi, la piste de travail, c'est beaucoup un axe, de thérapie somatique et d'aller libérer, tout ce qui est lié à la honte, en fait, de l'échec. Tu peux préciser ce qu'est la thérapie somatique?
Alors ouais, enfin, je dis thérapie somatique, ça peut être d'aller travailler avec différents outils, mais du coup, la thérapie somatique, c'est toutes les thérapies où on va aller travailler vraiment dans le corps et moi, je conseille, si possible, des thérapies, on va vraiment les travailler avec une conscience du système nerveux. Donc ça peut être, la thérapie IFS qui commence à être assez connue en France, donc ça, c'est Internal Family System. On va aller travailler plutôt sur le subconscient, mais aussi en reliance avec le système nerveux. Ou on peut aussi aller travailler en somatic experiencing. Donc ça, c'est vraiment quasiment que du travail avec le corps, les sensations du corps. Hem, Parce que si tu travailles uniquement avec les croyances, par exemple, qui sont là en apparence, genre, «Je suis nulle parce que j'ai échoué» et cetera, tu vas passer quasiment à côté de 80 des mécanismes de protection au fait de ne pas refaire l'activité que tu es censé refaire pour, bah, te relancer. Pourquoi? Parce que, dans le lien entre le cerveau et le système nerveux, 80 des messages viennent du corps vers le cerveau, donc du système nerveux vers le cerveau. Donc c'est aussi pour ça que parfois certaines personnes vont te dire: «Bah oui, je me suis auto-coachée, j'ai répondu aux questions de mon coach» et cetera. Mais en fait, elles se sentent toujours coincées et du coup, c'est vraiment dans ces cas-là qu'on a besoin d'aller voir dans le corps, tu vois? Mmh. C'est intéressant parce que ça, je pense que peu de personnes le savent que les émotions, comme la honte, on la reconnaît aussi dans le corps et que, en apprenant, à comprendre tout ça, on apprend à se connaître et à identifier nos émotions qu'on n'identifierait pas naturellement, tu vois? Donc trop bien. Est-ce que tu penses que c'est indispensable de se faire coacher ou accompagner sur tous ces sujets pour réussir? Ou est-ce que tu penses qu'on peut aussi avancer avec des rencontres et des expériences? Alors, j'ai envie de répondre les 2. Moi, personnellement, je connais pas de gens qui, se sont beaucoup développés et cetera, sans se faire accompagner même un petit peu et même si, par exemple, ils ont jamais pris de business coach, mais ils ont fait beaucoup de travail somatique et par exemple, leur meilleur ami, en fait, c'est un business coach. Donc forcément, comme ils traînent avec lui, toute la journée, tu vois? Bah, forcément, c'est un peu comme s'ils avaient un business coach, dans leur vie. Donc moi, je pense que c'est important de se faire accompagner. Après, c'est important d'écouter, quand on a envie de le faire, quand on n'a pas envie de le faire, avec qui on a envie de le faire. Surtout pas le faire parce qu'on nous dit de le faire ou enfin, ouais, je pense que Mmh. c'est à chacun de sentir quand c'est juste pour lui. Hem et de et de se renseigner si les personnes qui se sont fait accompagner par cette personne sont, voilà, contentes, Ouais. satisfaites, tout ça. Et qu'après, ouais, il y a des périodes, tu vois? Moi, il y a plein de périodes où je me fais pas du tout accompagner sur l'aspect entrepreneurial, mais par contre, je vais me faire accompagner en thérapie somatique ou en fait, plutôt, ben, je vais privilégier de rencontrer des entrepreneurs là où j'habite, en fait, tu vois? Je pense que c'est juste des périodes et je pense que c'est aussi des personnalités. Moi, par exemple, j'apprends et je me transforme énormément, bah, en étant accompagnée ou je sais pas, en rencontrant ou en étant en relation avec d'autres gens. Mais moi, j'apprends très peu avec les livres, par exemple. Ça veut pas dire que j'en lis pas, mais ça veut dire que ça s'imprègne pas profondément en moi, en fait, Mmh. à chaque fois, je suis là: «Ben, OK» et quand je compare avec une amie qui va lire le même livre en même temps que moi, je vois bien que il se passe pas du tout la même chose. Enfin, je sais pas, il y a les livres, moi, ça atterrit pas trop en moi, tu vois? Tu as besoin de plus de concret peut-être? Oui, je sais pas, enfin, il y a un truc qui fait que, voilà, j'ai besoin d'une vraie enfin, je sais pas, j'ai besoin de vivre quelque chose dans l'expérience, tu vois? Mmh. Alors tu sais que moi je me suis jamais faite accompagner, ni en thérapie, ni en business. Alors par contre, tu vois, c'est ce qui est intéressant, c'est que je pense avoir choisi des gens qui m'entourent, avoir fait un peu de nettoyage et avoir choisi des gens qui m'entourent, qui sont pas des business coach, mais qui sont voilà, qui sont dans des énergies qui m'élèvent plutôt que l'inverse. Mais tu vois, c'est pour ça que je te posais la question parce que moi je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être accompagné, mais ta réponse est vraiment intéressante dans la mesure où quand tu es pas forcément parfois tu choisis pas qui t'entoure, tu es pas dans la mesure de choisir et là ça peut être cool pour inverser les énergies, de te faire accompagner par quelqu'un d'extérieur quoi, c'est sûr. Oui et puis je pense que toi, tu as un parcours de vie qui est, c'est un peu comme si déjà enfant, t'entreprenais ta vie parce que tu as eu énormément de voyages, enfin, tu as un parcours de vie extrêmement atypique. Tu Les vois? Je connais expériences, ça je te parlais des expériences je pense, aussi. Oui, mais enfant, tu étais déjà beaucoup enfin, tu as beaucoup voyagé, donc tu étais confrontée à, des nouvelles cultures, des personnes qui allaient t'apprendre des nouvelles choses. Ton cerveau, il a entendu d'autres langues, donc il est devenu plus,
la neuroplasticité s'est développée. Tu vois, il y a eu beaucoup d'adaptabilité, de résilience, et donc je pense que ça crée complètement un cerveau et une personnalité différente, tu vois. Du coup, ça veut dire que tes parents, ils étaient aussi plutôt dans quelque chose d'entreprendre leur vie, même si peut-être, je sais pas si c'est entrepreneur ou pas, mais tu vois, il y avait quelque chose de OK, on a des projets, et cetera, et cetera. Mmh. Et aussi, je pense que ton conjoint, il est aussi très, il pourrait être coach, en fait, tu vois? Il est très, il a l'air très, réfléchi, organisé, tu vois? Il sait où il va, il a, le step d'après dans la tête et cetera. Donc je pense aussi que, ton histoire, ta personnalité, et votre relation, je pense que ça fait déjà beaucoup, en fait. Tu vois? C'est un peu comme la personne que je disais, si quelqu'un qui a un meilleur ami coach, en fait, c'est un peu la même chose, tu vois? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, on revient. Mmh. Du coup, l'idée de ce podcast, c'était de parler, d'argent, potentiellement d'indépendance financière et donc l'indépendance financière, on est d'accord qu'elle ramène la liberté. Mais du coup, j'aimerais revenir au travail aujourd'hui, au modèle du travail qui, pour moi, n'est plus du tout adapté à l'évolution, des sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a une énorme perte de sens dans le travail. Beaucoup de personnes travaillent 9 heures par jour, et on sait que le niveau de vie, il augmente plus grâce au travail. Donc, moi, j'ai mon avis sur la question, mais je voudrais le tien. Comment tu vois l'avenir sur le travail, l'avenir du travail, en fait, face à ce besoin de plus de qualité de vie, plus de slow? Alors, c'est une bonne question. Je me la suis jamais vraiment posée exactement comme ça. Mais en fait, je pense que, avec l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qui vont être révolutionnées. Bon, on nous le dit depuis, je sais pas, 5 ans, probablement encore plus depuis 2 ans. J'ai pas lu des statistiques sur ça, mais je pense qu'il y a vraiment énormément de métiers qui vont être, simplifiés ou remplacés. Et peut-être sur le moment, les gens qui se sont pas préparés vont peut-être être un peu, dans le désarroi, mais pour le coup, en France, on a quand même un système social qui prend en charge, tu vois, normalement les licenciements et cetera. Donc ça te laisse le temps de te reconvertir et cetera, de te former. Et je pense que ce sera que pour le bien parce qu'il y a énormément de tâches aujourd'hui. Moi, le nombre de fois par jour où je me dis, je sais pas, je dois encore conduire ma voiture, tu vois, quand j'écris un mail qui est exactement le même que le mail que j'écris tous les mois pour je ne sais pas quoi, ou que, je sais pas, tu reçois un mail de ta mutuelle qui t'envoie un doc, tu dois aller sur la plateforme, télécharger le doc, ça marche pas, tu dois te recommencer le lendemain. Enfin ouais, moi, je suis en mode, on est en 2026, ça devrait quand même aller un peu plus vite, quoi. Mais donc je pense qu'il y a plein de choses qui vont être simplifiées, donc on va pouvoir gagner beaucoup de temps dans nos vies perso et nos vies pro et que dans nos vies pro, bah, le temps que tout ça se structure, ça va peut-être prendre quelques années, mais heu, on va pouvoir vraiment aller dans notre zone de génie, tu vois? Et que cette zone de génie, elle va peut-être être transformée. Tu vois, peut-être que moi, quelques enseignements de base sur la relation à l'argent, bah, ça pourra peut-être être donné par, l'IA, mais par contre des choses différentes qui sont, de la thérapie somatique ou d'autres enseignements, bah, je vois pas comment ils pourraient enseigner ça. Donc je pense que pour le meilleur et si on arrive à bien structurer les choses et à bien cadrer les choses, bah, on va tous être pouvoir se soulager dans notre vie pro et dans notre vie perso, je pense, de au moins 8 heures par jour de travail et de tâches, de 4 heures de tâches perso et 4 heures de tâches pro, tu vois? Mmh. Et donc je pense qu'on va pouvoir moins travailler. Après, sous quelle forme, ça va se passer pour les gens qui sont, dans des activités où ils se sentent en perte de sens et cetera. Je pense que, ça va accélérer leur questionnement et Ouais. que, les gens vont devoir faire ce chemin de se dire: «Ben, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi mes rêves? Où est-ce que j'ai envie de» enfin voilà, tout ce questionnement ou, juste, ben, est-ce que je veux continuer à faire ce que je fais d'une autre façon, auprès de quelqu'un d'autre, auprès d'une autre institution? Enfin, j'en sais rien, tu vois? Mais, je pense que, oui, ce questionnant va être de plus en plus prégnant et je pense qu'en effet, le modèle salarial et on le voit déjà, il y a beaucoup d'actualités sur ça en ce moment, d'aménager des espaces de travail pour pas être tout le temps debout, de proposer des réunions en marchant, voilà, mais bon, ça me semble pas du tout assez par rapport au fait que de toute façon, la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est une façon qui détruit la santé. Tu vois? Tu pas du tout fait pour être assis 8 heures par jour sur une chaise. T'es pas du tout fait pour être 10 heures par jour dans un bureau sans lumière, sans exposition au soleil. Enfin, c'est un non-sens en termes de santé et je pense que la société va devoir se rendre compte de ça parce que c'est un coût sociétal qui n'est pas encore nommé. Mais les burn-out, les dépressions, c'est énormément aussi lié à ça, toutes les maladies chroniques.
les diabètes de type 2 et cetera, c'est aussi lié à tout simplement un manque d'activité physique, au fait d'être resté assis dans un bureau sans lumière, tu vois? Donc je pense que aussi tout ça, ça va devoir être mais ça va devoir être repensé en même temps que le système de santé et que le système scolaire pour moi, tu vois? Rien que ça et vu comment ça va vite de repenser aux choses, c'est bon. Tout le monde va être là, c'est les politiques vont être en burn-out, quoi. Hem, alors c'est trop génial ce que tu dis et en même temps, tu vois, bon, je pense qu'il y a une grande, grande part d'inconnu suite à par rapport à ce qui va se passer par rapport à l'IA, dans pour moi, l'inconnu, je trouve ça excitant parce que c'est quand même chouette de se dire qu'il va se passer des choses, mais on sait pas encore tout, on peut pas trop prédire. C'est hyper intéressant le côté, gagner du temps, tu vois? Et moi, j'ai quand même une petite frayeur parce que l'humain a peur du vide et on a quand même été encore pareil, élevé dans un schéma où il faut se mettre plus on est derrière un bureau, plus on travaille, plus c'est dur, plus c'est difficile, plus on est derrière un ordinateur et plus on va gagner d'argent et réussir dans la vie. Donc maintenant, il va falloir peut-être, j'aimerais trop, hein, mais qu'on nous dise, OK, bah, en fait, maintenant, tu travailles plus que 4 heures par jour et le reste, bah, tu profites, tu fais plein de choses à pied, tu prends plus ta voiture. Ben, Heu, moi, je pense que, alors peut-être que ça va nécessiter, tu vois, au plan politique, des gens plus responsables et tout ça, mais en réalité, moi, je pense que les chefs d'entreprise, devraient déjà prendre ces décisions-là, en fait. mais moi, j'ai Devraient décidé déjà de le faire. Je pense que c'est pas facile même pour moi, même si j'ai cette pensée-là, je sais que je lutte un petit peu, contre, mes pensées, mes fausses croyances, mais j'ai envie de montrer l'exemple aussi là-dessus. Ouais. ouais et tu vois, je pense à tous les gens enfin moi, je me souviens quand j'étais en cabinet d'avocat, je me disais tellement souvent: «Mais en fait, on n'a pas de temps, en équipe, on n'a pas de temps, humain, on n'a pas de temps, physique», tu vois, d'activité physique et tout ça. Enfin, en fait, moi, je me disais: «Mais s'ils investissent même 500 € par mois dans une soirée d'équipe où on rigole et on s'entend bien, mais ils ça va leur générer, je sais pas, 15 000 € en plus à la fin du mois», tu vois? Donc le travailler sur le lien humain, la santé des gens, leur vitalité, la concentration, donc la mobilité physique, donc pas être assis 8 heures par jour, ça me paraît une évidence si tu as un petit peu réfléchi au sujet. Mais comme on est vraiment aux prémices en France de comprendre le lien entre, inactivité physique, immobilité, concentration, problèmes de santé et cetera, ben, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais voilà, moi, si j'étais quelqu'un qui bosse en entreprise, si j'étais RH ou si j'avais un impact quelconque, ben, je mettrais en place un minimum de choses, tu vois? Par exemple, que les gens soient assis. Moi, quand j'étais en cabinet d'avocat, j'étais la seule meuf un peu bizarre qui était assise sur une balle de pilates. Parce que c'est un truc simple, ça marche pour tout le monde, mais c'est hyper efficace, tu vois? Tout de suite, les problèmes de dos, je crois que c'est entre 40 et 50 des arrêts maladie, hein. Faut quand même, bon, bah, une balle de pilates pour tout le monde, ça coûte moins cher qu'une chaise de bureau, hein, une balle de pilates, tu vois? Et c'est un truc hyper simple, mais que personne ne met en place, tu vois? Donc enfin, pour moi, il y a plein de petites choses à faire pour les gens qui, ou même si on est entrepreneur, tu vois? Moi, j'ai un bureau assis debout, il y a des appels l'appel avant, bah, là, je l'ai fait en marchant dehors. Voilà, comment tu peux aménager ton quotidien pour, bah, prendre soin de toi et ta santé? Après, ça devient un autre podcast, mais ça parle aussi d'argent pour moi parce que, pour moi, l'argent sans la santé, ça a pas de sens. Mmh. Ça va m'aider à rebondir. Par contre, avant, je rebondis sur la balle de pilates parce que moi aussi, j'ai vécu toute mon activité salariée sur une balle de pilates. J'adore. Et notamment à partir de ma première grossesse, en fait, c'était ma première grossesse, je me suis dit: «Non mais en fait là, je peux pas tenir sur une chaise». Donc j'avais pris la balle de pilates et même après en ayant accouché, dans mon bureau avec, que des mecs, j'étais sur ma balle de pilates. Donc c'est marrant parce que je pensais être la seule, mais en fait non, c'est bon, on est 2. OK. Est-ce que, donc là, j'ai une question, je sais pas vraiment comment la poser pour ne pas, pour que tout le monde la comprenne. En fait, je me rends compte que, l'entrepreneuriat, c'est souvent vu comme le Graal parfois, tu vois? Avec des personnes qui se sentent pas bien dans leur activité salariée, qui vont se dire: «Tiens, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça va être la solution». Un petit peu comme ça, à l'aveugle, je lâche tout et puis, je pars dans l'entrepreneuriat et puis, assez rapidement, il y a un côté pression financière qui se met en place. «Oups, il va falloir que je gagne ma vie, mais là, je la gagne pas» et donc toutes les actions
qui sont mises en place avec un objectif de résultat et il y a un cercle vicieux qui se met en place. Et du coup, je me dis que, en fait, si tu veux, moi, quand je me suis lancée dans mon activité d'entrepreneuriat, j'avais pas forcément besoin de me lancer à ce moment-là, j'avais pas d'attente financière. Je pense que ça a participé aussi au fait que ça fonctionne, parce que j'ai vraiment lancé avec une envie d'avoir un impact. Bien évidemment, j'avais un pourquoi et j'avais un objectif financier, mais voilà, j'avais pas de pression financière. Voilà. Et du coup, moi, j'aimerais pouvoir avoir toi dans tes compétences. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui ont cette pression financière de la fin du mois et ont s qui, du coup, ça fige un petit peu? Si moi, j'ai mis 2 ans à préparer mon passage en entrepreneuriat, ce qui n'était pas décidé, hein. Moi, au début, j'étais en mode: «Bah, peut-être je vais être juriste». J'ai fait des entretiens d'embauche, pour réfléchir si rester dans le droit, mais devenir salarié, ça faisait sens et tout ça. Je pense en effet que c'est très important de se dire que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément the solution. Moi, en tout cas, pour moi, ça l'était pas du tout. J'ai été Mmh. ouverte à toutes les options. Donc c'est déjà la première chose et c'est qu'en effet, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est énormément de responsabilités et de pression, et que l'entrepreneuriat, c'est plus ou moins H24 en fait. Tu es ton chef d'entreprise donc ben, voilà, les choses reposent sur toi, en tout cas en termes de charge mentale, sauf quand on arrive à déconnecter et cetera, fine. Pour les personnes qui se retrouvent dans une situation de pression financière quand elles se lancent, j'ai envie de dire, moi, mon conseil, c'est que on ne devrait pas se lancer dans l'entrepreneuriat tant qu'on n'a pas 24 mois de train de vie de côté. C'est simple, en fait. Alors c'est exigeant, mais en fait, reste dans le salariat, rajoute un deuxième job à côté ou j'en sais rien, ou une mission de je sais pas quoi, mets de l'argent de côté et quand tu auras ça, tu pourras te lancer. Parce que te lancer avec la pression financière, mais je ne le souhaite à personne, c'est horrible. C'est horrible. Autant rester salarié. Horrible. Et pareil, quand on est entrepreneur, pour moi, on doit avoir aussi 18 mois de train de vie de côté pour, si on a un problème de santé, si on doit pivoter, si on se rend compte qu'en fait, ce qu'on fait, ça nous plaît plus et qu'on doit changer complètement notre activité, et cetera, et cetera. Donc pour moi, avoir un matelas financier, c'est un indispensable dans la vie pour n'importe qui, en fait. Et après, Et chacun ça dépend si tu es tout seul ou pas tout seul, si tu as un conjoint, tu vois, qui peut, subvenir aux besoins de toute la famille et tout. Mais en fait, c'est un luxe c'est un luxe qui ne devrait pas être un luxe. C'est juste que les gens, voilà, il y a beaucoup de gens, ils se disent: «Ouais, c'est nice, ça va être pour les vacances». Non, c'est pas pour les vacances, c'est pour ta liberté de choisir ce que tu auras envie de faire, quand tu auras envie de faire et avec quelle énergie tu vas avoir envie de le faire. Et moi, je me disais ça, je me disais: «En fait, j'ai jamais vraiment eu de pression financière. En fait, si je veux dire non à quelqu'un, je peux dire non à quelqu'un». Et en fait, quel est le prix de ce niveau de liberté, tu vois? En tant que coach, par exemple, se dire: «Ben, là, je suis pas obligée de vendre, en fait», tu vois? Et être obligé de travailler, qu'on soit consultant ou pas, ou j'en sais rien, avec quelqu'un avec qui on n'a pas envie de travailler, mais c'est un non-sens, tu vois? je voudrais revenir ce que tu as parlé de conjoint, qu'on a un conjoint, et juste avant, tu avais dit que toi, tu avais ce trauma de la partie, de l'indépendance financière par rapport au conjoint. Et du coup, j'ai envie de rajouter ça dans ce podcast qu'on parle de l'argent et on n'a pas la même vision. Alors, on n'a pas la même vie non plus, le même mais pour moi, tu vois, justement, je trouve que c'est tellement dommage, cette course à l'indépendance financière individuelle, alors que, tu vois, je me suis jamais dit que mon conjoint, ce serait mon conjoint pour toute la vie. D'ailleurs, ça se trouve, on va divorcer, tu vois, j'en sais rien et je me dis toujours ça d'ailleurs, que c'est pas gagné et que tout peut s'arrêter à tout moment. Mais par contre, j'ai toujours été OK sur le fait qu'à un moment donné, c'est lui qui a mieux gagné sa vie. À un moment donné, on a vécu sur mon revenu, heu et ça, je trouve que de voir l'indépendance financière façon foyer et pas façon individuelle, ça change beaucoup de choses sur la sécurité quand on veut entreprendre. Complètement. Alors pour ce que j'observe, c'est que ça peut être parfois un peu qui tout double. C'est-à-dire que j'observe aussi des femmes qui se disent: «Bon, bah, en fait, comme mon conjoint pourvoient aux besoins de la famille, bah, en fait, elles font leur activité entrepreneuriale, 4 heures par semaine, tu vois? Et si ça Mmh. marche pas, bah, en fait, c'est pas très grave parce que c'est confortable pour tout le monde. Lui, en fait, inconsciemment, il veut pas du tout que ça marche l'activité de sa compagne parce que sinon elle pourrait pas s'occuper encore des enfants, aller les chercher après la nin 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 nin. Donc il y a des schémas comme ça
Après vous, je sais que votre schéma est pas du tout comme ça parce que je sais que Christophe était extrêmement soutenant dans le développement de ton activité et cetera et voilà, après je pense que Il c'est la des voit comme la décisions sienne, en fait. Ça, là où la différence, exactement et je avec l'autre. pense que ce que vous vivez, moi j'ai pu le vivre dans des relations de couple, c'est vraiment le couple est une équipe. Mais ce que j'ai compris aussi en parlant avec d'autres personnes, c'est que c'est pas toujours comme ça, en fait, les couples. Tu vois, les gens sont pas toujours en mode team. Ton projet, en fait, c'est mon projet et c'est notre projet. Tu Mais on en comprends? revient à l'indépendance individuelle. Parce que dans le cas que tu as présenté juste avant, c'était vraiment ça. C'est l'homme qui ne veut pas que sa femme soit indépendante. Il le dit Parce pas que officiellement, mais elles me le disent. Donc, directement oui, indirectement, tu vois? C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que l'homme n'a pas alors pourquoi? Parce peut-être par jalousie ou par besoin d'exister ou par peut-être l'impression que du coup, si la femme gagne autant que lui, peut-être qu'il sera plus aussi important. Enfin, plein de choses, je pense, qui vient de pas forcément de lui, mais aussi de son éducation. Mais on n'est pas sur en effet, on n'est pas sur un team, on est sur une indépendance, financière ou une indépendance, une dépendance plutôt, contrôlée. yes, yes. Du coup, je me suis perdu ma question à vouloir revenir là-dessus. Est-ce que j'avais terminé par rapport ah oui, j'avais une autre question du coup qui me revient. Est-ce que tu serais, pour une personne qui, par exemple, s'est lancée déjà dans l'entrepreneuriat et déjà dans ce truc, de besoin d'argent à la fin du mois, du coup qui se met la pression, qui est en fichement, qu'est-ce que tu vas conseiller? De reprendre une activité salariée? Parce qu'en fait, j'ai aussi des personnes, moi, que j'accompagne qui se disent: «Ah bon, bah, OK, ça marche pas, je repars dans le salariat et puis, c'est fini». Alors que l'hybride, fonctionne aussi très bien, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, moi, et je le dis aussi souvent, tu vois, aux gens, pour qui, par exemple, voilà, elles se lancent dans une activité, ça fonctionne pas du tout, ou pas assez, même si elles ont un conjoint et cetera. Je leur dis: «Mais c'est la meilleure solution de prendre un autre job à 50 à 80 si c'est possible», tu vois? Pour quand même avoir un peu plus de temps à côté. Parce que, physiologiquement, c'est hyper important que tu te sentes que toi, tu te sentes en sécurité pour développer l'activité que tu veux développer. Ne serait-ce que parce que, bah, voilà, pour moi, la vente éthique, c'est hyper important. Ça fait aucun sens de faire de la vente sous pression dans quelconque activité, selon moi. Et donc, pour faire les choses de façon alignée et saine, pour que les gens ne sentent pas que toi, tu as besoin qu'ils signent, que tu as plus besoin d'eux que eux ont besoin de toi, bah, c'est évident que tu dois développer un autre revenu à côté. Donc, tu fais ce que tu veux. Si toi, tu adores faire du babysitting et que ça paye bien, bah, enjoy. Si tu veux donner des cours de surf, enjoy. Si tu veux prendre un job à la pizzeria, enjoy. Enfin, tout ce qui est juste pour toi, pour l'essentiel, que ça t'apporte un minimum de sécurité dont tu as besoin et que ça te donne quand même encore suffisamment d'énergie pour bah, développer une autre activité à côté. Parce que ce que les gens oublient dans ces cas-là, c'est que ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est pas le court terme, c'est la vision long terme. C'est où est-ce que tu vas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec la vision que tu veux pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Donc, ben, continuons de nous concentrer sur ça, tu vois. Et du coup, le salariat, c'est ni un échec, ni c'est juste une solution temporaire qui va te permettre de mieux réaliser ton activité. Mmh, complètement et j'ai souvent ça aussi, tu vois? Bon, bah, je tente 6 mois, mon activité, puis si ça marche pas, on verra, tu vois? Et Bah, c'est bien que j'allais te poser la question parce que moi aussi, je pense que il faut une vision de 3 à 5 ans. Mmh, Ben minimum. oui, parce qu'en général, sur terre, il y a pas non plus grand-chose qui se crée en 6 mois. Alors peut-être quand tu reprends un fonds de commerce, quand je sais pas, tu dans une boulangerie dans un village où il y en a jamais eu, j'en sais rien, mais la plupart des projets entrepreneuriaux dans le service, ben, oui, ça peut marcher en 6 mois, mais ça peut aussi prendre plus de temps et en fait, le temps que ça te prend, c'est pas très grave, du moment que ça t'emmène là où tu as prévu que ça t'amène. Tu vois? L'important, c'est là où tu veux aller, c'est pas forcément la vitesse, le comment, c'est C'est le chemin. Maintenant, j'ai on arrive sur la fin, j'ai 2 dernières questions. La première, c'est maintenant quand on commence à gagner de l'argent et à en mettre de côté, tu as parlé de mettre de l'argent de côté, pour sécuriser son avenir. Est-ce que tu as d'autres recommandations? Est-ce qu'il y a des choses que toi tu as mises en place? alors je pense qu'une fois qu'on a mis en place tout ce qui est épargne, il y a le sujet d'investir. C'est un sujet, je pense, c'est encore un autre sujet.
Voilà, il y a des gens, plus spécialisés dans ça. Moi, je suis pas forcément spécialisée. Je pense que tout ce qui est immobilier, faut être quand même, enfin, le marché a énormément changé les 20 dernières années et cetera. Faut être très clair sur ce qu'on veut. Le marché boursier, faut être très aligné avec le fait de ce qui est, enfin, voilà, à quoi sert ton argent. Après voilà, il y a plein d'autres choses. Moi, je trouve que pour ça, l'opportunité d'Otera qui a pas l'air d'être une opportunité ni d'épargne, ni d'investissement, mais pour moi, ça l'est parce que, tu mets ton temps et je pense qu'il y a quasiment aucune activité sur terre qui propose, un niveau de sécurité financière dans la stabilité du revenu que tu as créé, qui existe en fait, tu vois? C'est-à-dire que, ben, chez doTERRA, OK, tu vas développer ton activité, ça va te prendre, sûrement quelques années d'atteindre un certain rang, tu vois? Comme toi ou comme moi. Mais par contre, une fois que tu l'as atteint, si tu l'as bien construit, il est stable et tu vas pouvoir le toucher tous les mois de ta vie. Ça va pouvoir être mis au service de ta famille et surtout, c'est un revenu qui va pouvoir énormément grandir avec un effet cumulé qui est lié à toi et aux personnes que tu accompagnes. Exactement comme créer une entreprise, en fait, si tu avais embauché des employés et cetera. Donc pour moi, c'est vraiment une activité, exceptionnelle dans le sens où, la proportionnalité du revenu, elle est exceptionnelle. La stabilité du revenu, elle est exceptionnelle et donc plutôt que personnellement, passer mon temps à faire du trading, par exemple, je préfère mettre mon énergie dans cette activité qui est alignée à mes valeurs, alignée à mon éthique, qui en puissance les gens et cetera. Mais voilà, en même temps, c'est important à un moment de réfléchir à comment on fait travailler l'argent pour soi, bien sûr, tu vois? Mais c'est après un autre chapitre encore. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas assez clair que c'est pas ma spécialité non plus et moi je me suis fait accompagner par quelqu'un d'externe parce que chacun son job, en fait. Yes, complètement. OK et Et je pour pense que même quand chacun son job, c'est hyper important que ce soit aligné à tes valeurs et que tu comprennes ce qui est en train d'être fait, tu vois? carrément, d'où l'intérêt de se faire accompagner parce que si enfin, en tout cas, de mon côté, avec quelqu'un qui était aligné à mes valeurs, aligné avec, comment j'ai envie, d'avancer et qui connaît bien, voilà, là où j'ai envie d'aller donc c'est aussi, et puis de confiance. Ça, c'est Mmh mh. important parce que mon Dieu, des personnes qui accompagnent et j'ai des personnes que j'accompagne qui ont des personnes qui sont enfin voilà, des retours, waouh, vraiment important de fonctionner. De toute façon, d'une manière générale, la recommandation, c'est la vie. Oui, je suis d'accord avec toi. Hem, ensuite, la dernière question que j'ai pour toi, c'est quel est ton premier conseil pour une femme qui nous écouterait, ou une famille ou un homme d'ailleurs, qui sent que sa peur de l'argent l'empêche de déployer ses ailes? Vous avez 5 minutes. Bah, pour moi, le premier gros truc, c'est de faire vraiment un travail sur l'éducation qu'on a reçue en relation à l'argent. Donc se Ouais. libérer de ça. Avec quels outils, si on veut, juste déjà, parfois ça peut être juste poser des questions à nos parents. Moi, encore aujourd'hui, à chaque fois que je revois, par exemple mon père, ses frères et cetera, ben, je leur pose des questions sur leur enfance pour vraiment mieux les comprendre, tu vois? Pour me dire: «OK, attends, dans quelle situation ils étaient quand ils étaient petits? OK, à 12-13 ans, ils avaient un business de vente de lapins. Combien ils vendaient les lapins?» Tu vois, en fait, j'ai appris ça récemment, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. À 12 ans, ils avaient un business de vente de lapins. Je dis: «Ah OK, d'accord». Ça m'a donné beaucoup de perspectives sur leur personnalité, c'était hyper intéressant. Donc posez des questions à votre famille, en fait. Posez-vous les questions de ce que vous avez interprété de ce qu'on vous a dit, parce que parfois, c'est juste des interprétations en tant qu'enfant, on a interprété des choses, c'est pas des choses qu'on nous a été dites, mais on a interprété des choses. Donc pour moi, il y a un vrai travail sur, voilà, le cercle familial, l'éducation familiale qu'on peut faire en thérapie, en hypnose, en constellation familiale, ce que vous voulez. Mais déjà, en général, il y a besoin de, bah, OK, qu'est-ce qui vous a été dit? Donc soit vous vous en souvenez, soit vous posez des questions, soit, voilà, vous observez. Hem Et puis après, je dirais, ben, construire soi ce que soi on veut comme relation à l'argent, en fait. Et après, bah, il y a faire le travail identitaire sur, les croyances et les compétences que je dois acquérir pour, là où je veux aller. Donc ben, si on veut aller soi, c'est, j'en sais rien, heu je sais pas, avoir, comme ici, avoir une maison au bord de la mer, ben, là où j'habite, les maisons coûtent quand même très cher. Bon, bah, OK, combien c'est d'argent? Comment moi je veux financer ce projet et cetera? Est-ce que je veux construire ma maison dans la forêt parce que c'est plus simple? Enfin, juste se demander, ben, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent pour soi et pour le monde? Parce que aussi, à un moment, l'argent qu'on reçoit, si on en reçoit de plus en plus, c'est plus pour soi, c'est pour le collectif, c'est pour, sa famille, c'est pour, voilà,
tu vois, enfin, comme on veut soi, ça peut être donné à des assos, ça peut être, mais voilà, se demander, ben, en fait, plutôt que comme la plupart des gens qui voient les riches et l'argent comme quelque chose de mal, comment l'argent peut être un outil qui va accélérer le modèle que je veux voir venir sur Terre. Donc ça peut être financer des écoles conscientes, ça peut être, financer des études pour des médecins qui vont avoir, des doubles compétences avec, la médecine classique et la médecine, plus alternative. Enfin, tu vois, je veux dire, tout est possible, quoi. Avec l'argent, tout est possible. Donc, ça, dans la 3D, on est sûr, avec l'argent, tout est possible. Donc, bah, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? En alignement avec tes valeurs. Mmh. Et ça permet aussi de déconstruire du coup. L'argent, c'est ça, l'argent. Quand tu penses Bah que oui, voilà, clairement. Ouais. Très facilement, d'ailleurs. bah oui. Du coup, si toi, tu avais de l'argent, qu'est-ce que tu ferais de bien sur terre avec cet argent, en fait? Et aussi, je me souviens, j'avais donné ça à une de mes premières clientes. Elle avait ce truc de les riches, c'est des gens mauvais. Je lui dis: «Mais vas-y, tu sais quoi? Fais un vision board avec tous les gens riches qui font des trucs exceptionnels sur terre». Et ça te reprogramme forcément, puisqu'en fait, bah, ça te montre que ta croyance est fausse. Il y a plein de gens qui font des trucs plus que géniaux avec beaucoup d'argent. Trop bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Yes, yes. Merci Anaïs pour ton temps et tout ce que tu nous as apporté. Et puis, si vous nous écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à identifier des choses, des blocages et peut-être des pistes à aller explorer. Yes, merci Audrey. Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de lui donner 5 étoiles, le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et le partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant. Cela m'aide énormément à donner plus d'impact à ces messages. Vous avez une idée d'invité ou une histoire incroyable à partager? N'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve juste ici, dans les notes de l'épisode. À bientôt!